Vous vous posez des questions sur la série La Roue du Temps. Vous avez commencé, vous hésitez à le faire, vous avez oublié la moitié de l'histoire depuis le début, ou encore vous voulez savoir si ça vaut vraiment le coup de persévérer alors que le début est plutôt moyen à votre goût. Cette vidéo est faite pour vous, et si vous connaissez déjà tout ça par cœur, de toute manière, vous aurez envie de vous y replonger parce qu'on ne se refait pas. Quand j'avais un doute sur un point, j'ai consulté le site et notamment l'encyclopédie de la pierre de tir, le premier site de fans français de La Roue du Temps, avec qui je ferai certainement un bilan en live de la saison 3, comme on a pu le faire pour les précédentes. Vous trouverez un lien vers leur site en description. La Roue du Temps de Robert Jordan est un grand classique de la fantasy littéraire, même si son succès commercial et sa reconnaissance publique sont nettement plus élevés aux États-Unis qu'en France. Si cette saga immense aux 14 livres a autant marqué, ce n'est pas pour rien, et le potentiel de la série qui tente l'impossible adaptation est bien réel. Comme son nom le laisse deviner, La Roue du Temps propose un univers cyclique dans lequel la notion de réincarnation joue un rôle discret et pourtant essentiel. Ce qui est classique, c'est l'existence du Dark One, le ténébreux en VF, l'incarnation du mal qui menace la tapisserie du créateur en tant que force extérieure à ce grand dessein. Heureusement, le créateur a enfermé le ténébreux dans une prison nommée Shayol Ghul. Vers la fin de l'ère des légendes, une période ancienne de bien des milliers d'années, des chercheurs ont foré un accès à un nouveau type de pouvoir, le vrai pouvoir, mais qui s'avère provenir du ténébreux lui-même. En le laissant ainsi influencer le monde, ils ont précipité sa première destruction. Dans cet univers, la source de magie qui n'est pas initialement corrompue se nomme la vraie source. C'est de là qu'on puise le pouvoir unique qui est canalisé différemment par les quelques hommes et femmes ayant une sorte de don inné qu'il faut ensuite affiner et maîtriser pour pratiquer la magie. Ces pratiquants de la magie sont nommés Aes Sedai et ils ont notamment pour particularité une durée de vie prolongée par rapport au commun des mortels. Suite au forage vers la prison du ténébreux, un homme surnommé le Dragon, le plus puissant Aes Sedai de l'ère des légendes, réunit des compagnons pour boucher le trou et bloquer le ténébreux à nouveau, tout en enfermant avec lui les rejetés ou Forsaken en VO, des Aes Sedai qui s'étaient mis au service des ténèbres, généralement par ambition. Malheureusement, en scellant cette prison, le Dragon permit aux ténébreux de toucher la source masculine du pouvoir unique et de la corrompre. Depuis, tout homme puisant dans le pouvoir unique est condamné à devenir fou. C'est ce qui arriva au dragon et il causa des destructions et des cataclysmes. À l'époque où les livres et la série commencent, une prophétie annonce l'arrivée du dragon réincarné, celui qui pourrait sauver le monde, le détruire ou un peu des deux. Son arrivée annoncera celle de la dernière bataille contre le ténébreux, au cours de laquelle se jouera le destin de toute l'humanité en toute simplicité. Les hommes capables de toucher la source sont devenus tabous et pourchassés sans relâche. C'est notamment la mission des Aes Sedai rouges. En effet, depuis des siècles, les Aes Sedai sont uniquement des femmes et leur mission et vision des choses les organisent par une couleur exprimée notamment dans leurs vêtements. Dernier concept à comprendre, celui de Taveren qui désigne une personne rarissime dont l'impact sur la trame est si forte que sa seule présence peut déclencher des événements ou des comportements étranges. Ces gens sont des sortes de nœuds, de catalyseurs d'intrigues autour desquels les événements s'emballent. Dans un village de la région des Deux Rivières, une Aes Sedai, Moiraine, en quête du dragon réincarné, découvre plusieurs jeunes gens au potentiel étonnant. Certains sont des Aes Sedai en puissance, d'autres des Taveren, voire les deux à la fois. Et c'est là que commence le premier épisode de la série. Moiraine de la Dja Bleue est accompagnée de son champion ou warder en VO, Lan. En effet, certaines Aes Sedai tissent un lien très particulier avec un, voire plusieurs champions, et les émotions passent réciproquement au travers de ce lien qui renforce par ailleurs les capacités physiques des champions déjà surentraînés. Les jeunes gens des Deux Rivières qui vont accompagner Moiraine et Lan dans une quête qu'ils n'auraient jamais pu imaginer sont Nynaeve, la jeune sagesse du village, une guérisseuse au caractère bien trempé, Perrine, un forgeron très costaud mais de nature douce et réservée, Mat, un débrouillard à la grande gueule et au grand cœur qui attire les ennuis, Egwene qui se destine à devenir apprenti de Nynaeve, et enfin Rand, un fils de berger de haute stature et à la chevelure rousse, à qui Egwene est a priori promise. Nous nous situons dans un monde a priori le nôtre, mais bien des millénaires après notre époque actuelle, qui se situe à un niveau technologique en certains points comparable à celui d'une fin de XVIIe siècle. En dehors des créatures des ténèbres, il n'existe presque que des humains, mais leurs diverses cultures sont très typées et foisonnantes. Les Deux Rivières sont un endroit un peu reculé du monde qui dépend du puissant royaume de Andor, en théorie du moins, mais dont l'histoire le relie à la vaillante nation disparue de Manetheren. J'ai dit presque que des humains car une autre espèce est à noter, les ogiers ou bâtisseurs de grands et paisibles jardiniers qui vivent très longtemps et ont notamment participé à l'édification des chemins et de leurs portes.
des moyens de voyager dans une sorte de dimension autre qui raccourcissent considérablement le temps pour passer d'un point à un autre. À partir d'ici, je vais commencer à spoiler les 2 premières saisons, c'est un peu le principe d'un résumé. Pour l'écrire, j'ai puisé dans mes souvenirs, ainsi que dans les résumés efficaces de Wikipédia en anglais. Cette première saison est sans doute la plus faible des 3, même si à titre personnel et en tant que lecteur, je l'ai appréciée, même si sa fin laisse clairement à désirer. Il faut dire que cette saison a dû faire à 2 obstacles de taille entre la pandémie Covid à son déclenchement et le départ d'un des principaux acteurs de la série, celui qui incarne Mathurin Cotton, Matt. On sent par ailleurs que les créatifs prennent leur marque à cette époque et que le budget est parfois un peu serré, même si ça reste spectaculaire, comme par exemple la réussite visuelle des Trollocs ou du Blafard. En effet, le champ d'Emond, le village natal de ces jeunes qui se connaissent et sont amis et proches, est attaqué par des êtres monstrueux et hybrides, les fantassins de base des ténèbres, les Trollocs, qui sont féroces, puissamment bâtis et sanguinaires, sachant qu'ils mangent les gens. Ils sont menés par un capitaine des ténèbres, un terrible Myrddraal, une créature sans yeux et blafarde qui inspire la terreur. Attention, ce serait une erreur de croire que La Roue du Temps se limite à de la fantasy young adult, de par le casting relativement jeune des héros des 2 rivières, qui sont plus jeunes encore dans les livres d'ailleurs. L'adaptation peut compter sur Rosamund Pike dans le rôle de Moiraine, qui prend une place plus centrale encore dans la série que dans les livres. Bien d'autres actrices et acteurs talentueux apportent énormément au ton de la série, ce qui se renforce au fil des saisons et de l'introduction de personnages marquants, sachant que les livres en comptent une quantité astronomique. Et si la série joue sur les clichés des relations hommes-femmes, c'est parfois pour les désarmer et les circonvenir. Tout n'était pas parfait dans les livres à cet égard, écrits dans les années 90 principalement, mais outre l'univers et les grands moments dramatiques, leur gros point fort reste le développement de ces personnages et leurs interactions au fil des milliers de pages. Suite à l'attaque du champ démon, il est décidé que les 5 jeunes gens très spéciaux, parmi lesquels Moiraine est convaincu de trouver le dragon réincarné, suivront l'Aes Sedai et son champion pour éviter que les assauts des forces des ténèbres ne se poursuivent contre leur région natale. En chemin, le groupe découvre que Moiraine ne reculera devant rien pour les protéger, mais blessée durant l'affrontement initial, elle finit par perdre conscience. En désespoir de cause, avec une petite armée de Trollocs à leur trousse, Lan emmène le petit groupe dans les ruines hantées d'une cité ancienne et taboue, Shadar Logos. Matt y est attiré la nuit par une étrange dague qu'il prend et qu'il cache, quand soudain le mal terrible qui ne dort jamais en ces lieux menace de tous les engloutir, les forçant de nouveau à fuir et même à se séparer. Les groupes ainsi formés sont ceux de Matt et Rand qui tentent de suivre le plan initial, à savoir s'approcher de Tar Valon et sa fameuse tour blanche, le siège du pouvoir des Aes Sedai. Pendant ce temps, Egwene et Perrine sont sur une plaine, apparemment poursuivis par des loups dont Perrine rêve de plus en plus souvent. Le duo rencontre des gens du voyage profondément pacifistes et accueillants, les Tuatharan. Quant à Nynaeve, elle apprend à mieux connaître Lan et accepte de soigner de son mieux Moiraine. Le groupe finit par rencontrer d'autres Aes Sedai qui escortent un prisonnier, Logain, qui se prétend être le dragon réincarné. À Tarenmil, un village minier en chemin, Rand constate que le comportement de Matt est de plus en plus erratique et ombrageux. Il ne sait pas alors que l'influence de la dague de Shadar Logos commence à corrompre son ami. Ils y rencontrent un ménestrel, Tom, et Rand est assailli par une suppôt du ténébreux, Dark Friend en VO, ces gens qui ont décidé de servir les desseins du mal pour obtenir divers avantages en échange. Reprenant vite la route, les 2 jeunes hommes sont accompagnés de Tom qui les aide et ils trouvent refuge dans une ferme jusqu'à ce qu'un blafard les attaque en pleine nuit après avoir massacré la pauvre famille. Tom semble se sacrifier pour retarder l'assaillant et permettre au garçon de fuir encore. Dans le camp des Aes Sedai, en voyage vers Tar Valon, le prisonnier, Logain, lance une attaque soudaine et dévastatrice qui passe les défenses tissées par les Aes Sedai qui le gardent sans relâche. C'est un carnage, Lan est notamment sur le point de mourir, mais le pouvoir unique se révèle alors chez Nynaeve avec une puissance rarissime et elle soigne le champion. Liandrin de l'Adja Rouge reprend les choses en main et neutralise Logan, sachant que ce terme, neutraliser, signifie que l'homme est coupé pour toujours de la source unique, ce qui va le plonger dans une profonde dépression. Les différents groupes poursuivent leur progression vers Tar Valon. Malheureusement, le groupe des voyageurs auquel Perrine et Egwene se sont mêlés est confronté par des capes blanches, des fanatiques de la lumière qui sont farouchement hostiles aux ténébreux, dont ils voient des suppôts partout, mais aussi aux Aes Sedai qu'ils considèrent comme des sorcières maléfiques et que certains d'entre eux n'hésitent pas à torturer et à brûler. C'est le destin qui semble attendre la pauvre Egwene, mais des loups viennent en aide à Perrine et elle de manière inexpliquée, mais en lien de toute évidence avec les yeux de Perrine qui ont pris une teinte ambrée. Les autres arrivent à Tar Valon, cité magnifique et cosmopolite sur laquelle se dresse la silhouette massive de la Tour Blanche, symbole de la toute-puissance des Aes Sedai. Leur chef, la chair d'Amirlin, accueille et questionne Moiraine, tout comme Liandrin. On découvre une relation secrète entre Moiraine et Siuan, cette chair d'Amirlin. Rand fait la connaissance d'un ogier sur place nommé Loyal,
qui décide de suivre le groupe pour écrire le récit du dragon réincarné. Moiraine parvient apparemment à briser l'influence de la dague maudite sur Mat, même si l'expérience laisse le jeune homme perdu et traumatisé. Moiraine doit savoir qui est le dragon réincarné dans le groupe et elle prend le risque de les emmener dans un endroit appelé l'œil du monde, en tout cas c'est leur destination, mais dont seul le dragon pourrait réchapper vivant en s'y confrontant aux ténébreux. Pour ce faire, le groupe emprunte un chemin, ces voies de voyage rapides qui ont été corrompues depuis leur création et sont devenues extrêmement dangereuses avec le vent mortel qui rend fou, qui peut s'y déchaîner. Le groupe survit à ces épreuves et atteint Fal Dara, une cité frontalière de la désolation du Nord, qu'on connaît aussi sous le nom de Flétrissure. En effet, cette vaste région au nord du monde est corrompue par l'influence du ténébreux et seules ces créatures y vivent. La Flétrissure gagne lentement du terrain sur les terres des humains et ceux qui vivent dans les cités du Nord, les cités frontalières, sont en première ligne de cet affrontement qui semble perdu d'avance. À Fal Dara, Moiraine rend visite à une jeune femme qui a sans cesse des visions de l'avenir sans le vouloir. Elle s'appelle Min. Ces visions se renforcent lorsqu'elle est en présence de personnes au destin exceptionnel, et pour elle, c'est un feu d'artifice quand elle rencontre les jeunes gens des deux rivières. Rand al'Sor prend conscience qu'il est le dragon réincarné en retraçant une série d'événements de son passé, ancien et récent. Avec Moiraine, il quitte en secret la cité pour s'enfoncer dans la Flétrissure, vers l'œil du monde. Même Lan, le champion de Moiraine, est laissé en arrière. Peu de temps après, Fal Dara est attaqué par une véritable armée des ténèbres venue du nord, bien sûr. Nynaeve et Egwene jouent un rôle décisif dans cette bataille du fait de leur talent incroyable pour canaliser le pouvoir unique. Pendant ce temps, le corps de Valère, un objet mythique permettant d'appeler des héros du passé, est libéré de sa cache pour être presque aussitôt volé par des suppôts du ténébreux. À l'œil du monde, Rand et Moiraine pensent faire face aux ténébreux en personne, qui coupent Moiraine de la source et tentent Rand avec des visions idylliques de ce que pourrait être sa vie de famille avec Egwene. Rand canalise un pouvoir gigantesque et semble dissiper le ténébreux, détruisant un sceau sur lequel son image se tenait. Trop tard, Moiraine comprend que cela n'était pas du tout la dernière bataille, mais plutôt un piège dans lequel elle et Rand sont tombés. Rand demande à Moiraine de le déclarer mort et part de son côté. Pendant ce temps, des navires d'un peuple conquérant et inconnu arrivent de l'ouest. Ils semblent détenir des esclaves qui canalisent le pouvoir unique et ils attaquent le continent. C'est ici que s'achève la première saison et que commence mon récit de la deuxième qui est dans l'ensemble plus réussi que la première, même si certains personnages restent nettement moins bien développés que dans les livres, notamment Perrine et Min. Heureusement, des personnages comme Lanfear se révèlent excellents et augmentent considérablement l'intérêt de cette saison 2. Le groupe est éclaté, Moiraine est convaincue d'avoir été neutralisée, car elle ne sent plus la source depuis sa confrontation avec celui qu'elle pensait être le ténébreux. Entre Moiraine et Lan, son champion, la communication est rompue. Mat a été emprisonné à la Tour Blanche par Liandrin à la demande de Moiraine pour le garder en observation en quelque sorte. Quant à Perrine, il part avec d'autres sur la piste du corps de Valère qui a été dérobé par Padan Fain, un suppôt qui fréquentait le Champ des Mondes depuis des années en tant que vendeur itinérant. Perrine en apprend un peu plus sur ce qu'on appelle les Frères des Loups, dont il fait apparemment partie, aux côtés d'un pisteur nommé Elias. Perrine doit apprendre à communiquer en esprit avec les loups, notamment via le monde des rêves, même si cet aspect est nettement plus développé dans les livres que dans la série pour l'instant. Quant à Egwene et Nynaeve, elles sont novices à la Tour Blanche et apprennent à maîtriser leur pouvoir, même si Nynaeve est toujours confrontée à un énorme blocage psychologique à cet égard. Egwene se lie d'amitié avec Elaine Trakand, héritière du trône d'Andor, qui est arrivée en formation de novice à la Tour Blanche. Par ailleurs, on découvre que le ténébreux n'était qu'Ishamael, le plus puissant des rejetés. Le piège de l'œil du monde a permis d'instrumentaliser Rand pour détruire un sceau de la prison du ténébreux, ce qui a laissé la possibilité à d'autres rejetés de rejoindre le monde, enfin libéré après 3000 ans de captivité. Rand, toujours présumé mort par ses compagnons, a trouvé refuge dans une auberge de la ville de Cairhien, où il a développé une relation passionnée avec l'énigmatique aubergiste Selene. Rand a choisi cette ville car il cherche à se rapprocher de Logain, vous vous souvenez, le faux dragon, qui vit maintenant dans un asile, et pourrait en théorie lui en apprendre davantage sur la canalisation de la partie masculine du pouvoir, même s'il a été neutralisé. Sur la piste du corps de Valère, Perrine, Loyal et les soldats de Fal Daran, des Shinaran, sont capturés par les envahisseurs venus de l'ouest, les Shonchan. On découvre qu'Ishamael, le premier des réprouvés, des rejetés, est bien placé auprès des envahisseurs, qui comptent aussi des suppôts des ténèbres dans leur rang. Nynaeve est encouragée par Liandrin, qui l'a pris sous son aile en quelque sorte, à passer le test des 3 arches qui permet de devenir une acceptée de la Tour Blanche. Ce test confronte la candidate à ses souhaits et craintes cachées, et Nynaeve semble échouer et rester dans une vie paisible avec Lan dans le monde des arches. Elle finit néanmoins par en revenir pour tomber dans les bras d'Egwene, la seule qui espérait encore la voir revenir. Rand a toujours bien du mal à contrôler son pouvoir et Perrine est encore sauvé par des loups alors qu'il est à la merci des Shonchan. Mat et Min, qui étaient aussi retenus,
sont relâchés et quittent Tar-Valon. À Caerhien, là où se trouve Rand, Moiraine revient dans ce qui est son pays natal, et même sans pouvoir, elle veut continuer à guider Rand pour le préparer à la dernière bataille. Elle retrouve donc Rand et lui révèle que Sélène n'est autre que Lanfear, la plus retorse et dangereuse des rejetées, qui aimait passionnément le dragon dans sa précédente incarnation. À la Tour Blanche, Liandrin révèle à Egwene et Nynaeve que Perrine s'est fait capturer par les Seanchan dans les environs de Falme, loin à l'ouest. Il s'agit d'un piège pour qu'elle puisse elle-même capturer les puissantes jeunes femmes, car Liandrin est une Aes Sedai corrompue de l'Anja noire au service des ténèbres. Liandrin doit livrer les jeunes femmes aux Seanchan qui brisent la volonté des femmes capables de canaliser en utilisant un collier relié magiquement à un bracelet qui est lui porté par une maîtresse. Ce faisant, Liandrin répond aux ordres d'Ishamael. En parlant de lui, Ishamael propose à Min d'être débarrassé de ses dons de voyance qui l'empêchent de vivre normalement en échange de la livraison de Mat. On comprend que le chef des rejetés veut avoir à sa merci tous les proches de Rand qui sont susceptibles, d'une manière ou d'une autre, de jouer un rôle dans la dernière bataille. Perrine retourne tenter de sauver Loial et ses autres compagnons, mais la ville où ils avaient été capturés a été libérée des Seanchan par une armée de Capes Blanches. Perrine y trouve une femme maintenue en cage, Avienda. C'est une Aiel. Les Aiel sont un peuple issu d'un grand désert à l'ouest. Ce sont des combattants hors normes avec des règles sociales et interpersonnelles inhabituelles et méconnues dans les terres humides. Ishamael renforce sa position de faveur auprès des Seanchan en leur livrant le corps de Valère et des canalisatrices, même si Nynaeve et Elaine parviennent à s'enfuir, ne laissant que Egwene qui connaît le sort terrible des apprentis esclaves d'Amané. Cela donnera lieu à l'un des meilleurs épisodes de la série avec la volonté de faire d'Egwene confrontée au supplice, cherchant à la briser mentalement. Rand et Egwene tentent d'échapper à Lanfear et s'ils y parviennent un temps physiquement, la rejetée remet la main sur Rand dans le monde des rêves qu'elle contrôle comme personne. Toutefois, les sentiments de Lanfear la rendent moins dangereuse pour Rand qu'on ne pourrait le craindre, du moins dans l'immédiat. Elle lui montre qu'Egwene est en danger et qu'Ishamael va s'en prendre à lui. De leur côté, Mat et Min arrivent à Caerhien et Mat retrouve Rand. Toutefois, Min, suite à une vision, le prévient qu'il risque d'être utilisé pour tuer Rand, et Mat prend donc de nouveau ses distances. Min choisit donc de ne pas livrer Mat contre la promesse d'être libéré de ses visions, mais cela ne changera pas grand-chose puisque Mat est capturé par Lanfear et livré à Ishamael. Entre les Aes Sedai, c'est compliqué, entre celles qui font confiance à Moiraine, celles qui se méfient du dragon réincarné, qu'il faudrait contrôler. Il en résulte des oppositions internes et des tensions dramatiques multiples entre personnages. Au final, Rand est capturé par Siuan, la chair d'Amirlin, venue à Caerhien avec des sœurs Aes Sedai, sur la base des informations de Lan qui s'inquiète pour Moiraine. C'est toujours dans cette ville que Lan va apprendre auprès de Logain que Moiraine n'a pas été neutralisée, mais qu'Ishamael a noué autour d'elle un bouclier l'empêchant de toucher la source véritable. Avec l'aide de Lanfear, Rand échappe au contrôle des Aes Sedai. Ensuite, il parvient à couper les liens de ce bouclier et permet à Moiraine d'enfin retrouver son lien au pouvoir unique. Rand, Lan et Moiraine partent pour Falme via un chemin, laissant derrière eux une Siuan en fâcheuse posture. Avant d'évoquer le final de saison 2, sachez que j'ai ouvert la possibilité de devenir membre de la chaîne. C'est la meilleure façon de renforcer ma liberté éditoriale pour me permettre notamment de traiter des sujets pas toujours populaires en France, comme la roue du temps épisode par épisode. Il y a 3 niveaux de souscription avec des avantages liés à chacun, comme la priorité dans la réponse aux commentaires, l'accès au chat quand je ferai des lives, etc. Je vous renvoie à la vidéo d'explication dédiée. Merci à celles et ceux parmi vous qui ont déjà franchi le pas et sont devenus membres de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre qui est disponible sous toutes les vidéos de la chaîne. On peut les reconnaître dans les commentaires grâce à l'icône de popcorn qui accompagne leur pseudo. Merci encore pour votre soutien et votre confiance. Dans le final de saison 2, Lanfear bazarde Moiraine et Lan en dehors du chemin, cette voie magique, et emmène Rand dans la cité de Falme. Pendant ce temps, Ishamael tente de corrompre Mat avec la dague de Shadar Logoth, mais Mat résiste et parvient à s'enfuir en cassant des bouches. Rand recherche activement Egwene pour la sauver, il tue le chef local des Seanchan et ses gardes sans grand effort. De son côté, Egwene est positionnée avec les autres d'Amané comme une arme d'artillerie en haut d'une tour. En effet, une vaste armée de Capes Blanches menée par Geoffram Bornald, un grand général, tente de chasser les envahisseurs de Falme. La bataille livre la cité au chaos, ce qui permet à Perrine et ses compagnons de récupérer enfin le corps de Valère, qui finira par la force des circonstances et l'effet de Taveren sur la trame entre les mains de Mat, qui sera forcé de souffler dans le corps pour survivre et tenter d'aller secourir ses amis. Les héros des temps anciens sont ainsi libérés et causent des ravages dans les rangs des Seanchan médusés. Malheureusement, durant cette bataille, le compagnon loup de Perrine, qui vient pour l'aider, se fait tuer par les Capes Blanches et pris d'un accès de rage, Perrine va abattre le général Bornald, qui est donc le chef des Capes Blanches,
et cela va lui causer bien des problèmes par la suite. De son côté, Egwene résiste encore et toujours et parvient par un effort de volonté intense à venir à bout de sa geôlière et tortionnaire, Rhaena, et à la tuer tandis que Nynaeve et Elaine tentaient désespérément de la rejoindre pour l'aider. Toujours au sommet de la tour, une confrontation terrible s'engage face à Ishamael qui prend le dessus, d'autant que ses manipulations poussent Mat à poignarder Rand avec la dague maudite, comme dans la vision de Mine. À distance, Moiraine parvient à libérer Rand du bouclier l'empêchant de canaliser, tandis qu'Egwene résiste tant bien que mal à Ishamael, alors que Nynaeve est toujours bloqué dans l'usage de son propre pouvoir. Rand parvient à tuer Ishamael, il est soigné tant bien que mal par Elaine, même si la blessure de la dague maudite semble ne pas devoir se refermer véritablement. Moiraine crée alors un effet spectaculaire de dragon au-dessus de la tour, ce qui termine de proclamer le retour du dragon réincarné à Falme. La nouvelle se répand rapidement dans le reste du monde. C'est alors que nous, spectateurs, découvrons que tous les rejetés ont été libérés de leur prison, à commencer par Moghedien, une femme particulièrement sadique, prudente et intelligente. Elle sera, de toute évidence, une grande antagoniste de la saison 3. Pour le moment, la saison 3 semble meilleure encore, avec un saut qualitatif non seulement visuel, mais aussi en termes d'enjeux, de respiration de certaines scènes, même si le premier épisode avance à un rythme ultra soutenu pour aligner les planètes. Je commencerai dès que possible ma couverture d'une saison 3 déjà bien entamée, par la diffusion de 3 épisodes d'un coup dès la première date, sachant qu'on a aussi Daredevil Born Again en cours, et le dernier épisode de Severance qui arrive vendredi. Je vous rappelle qu'en devenant membre de la chaîne, vous aurez quelques avantages en devenant des soutiens précieux de mon travail. Pour ce faire, c'est simple, il y a un bouton rejoindre disponible sous chaque vidéo de la chaîne, ainsi qu'un lien disponible en description comme en commentaire épinglé. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!